Partout dans le monde, écoutez Radio Afrique Santé, la radio qui fait la différence. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Incroyable! L'ascenseur émotionnel, là encore! C'est une joie indéfinissable! C'est du football! C'est la vie! Amoureux du sport, prêt embarquons pour des stades d'ici et d'ailleurs. Chaque dimanche, de 15h à 17h, rejoignez-nous pour un marathon palpitant de tous les sports. Vous y êtes! Des exploits et des performances extraordinaires. La voilà, la sensation! Des analyses pointues, des interviews exclusives et une ambiance sportive garantie du jamais vu. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Bienvenue à Stade d'ici et d'ailleurs, votre rendez-vous incontournable pour découvrir et analyser l'actualité sportive à travers le monde. Entre espoir, défis et grandes compétitions, plongeons ensemble au cœur de l'action et des émotions qui animent le sport aujourd'hui. Je suis accompagné de Moucharaf Soumanour et de Freddy Rako. C'est bien cela, hein? Comment vous allez? Et de votre côté, Ça Moucharaf? va, moi c'est Samuel, bonsoir et bonsoir à tous nos amis auditeurs de Radio Afrique Santé. Super, alors si Monsieur Paffer est d'accord, on commence en musique. Au début, vous planifiez, vous discutez de vos rêves. Vous partagez les mêmes ambitions, tout est ok. Tant que vous galérez ensemble, tout va bien, y'a pas de haine. Vous marchez dans la même direction, tout est carré. Et dès qu'il s'agit d'agir, quand tu veux t'activer pour donner vie à tes projets, ils vont tous te laisser, tu dois te débrouiller. Aujourd'hui, nous allons voir top 5 stars de football les plus beaux de l'Afrique en 2023. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et d'activer la cloche notification pour ne rien louper. Merci, on commence. 5. Stade Mbombla. Afrique du Sud. Le stade Mbombla est un stade de 40 929 places situé à l'ouest de Nesprui, en Afrique du Sud. La construction a commencé en février 2007 et s'est achevée en novembre 2009. Le contrat de construction a été attribué à Basile Reed Construction et Bouygues Construction. Ce terrain propose l'athlétisme et le cricket. Le stade Mbombla a été construit spécialement pour la Coupe du Monde de football 2010. Ouvert en octobre 2009, sa construction a coûté 150 millions de dollars américains. 4. Stade de Radès, Tunisie. Ce stade polyvalent est situé à Radès, en Tunisie. Ce magnifique chef-d'œuvre a été construit et inauguré en 2001. L'espace intérieur de 60 000 places s'étend sur 13 000 mètres carrés et comprend une zone centrale, 3 cours attenants, 2 chaufferies et 2 tables. Il y a également une tribune officielle de 7 000 places et une galerie de presse équipée de 300 bureaux. 3. Complexe sportif de Fès, Maroc. Le complexe sportif de Fès est l'un des plus beaux stades africains, situé à Fès, au Maroc. Cet espace construit en 2003 possède des installations d'athlétisme et peut accueillir 45 000 personnes. Les plans de ce stade ont été réalisés par des architectes et ingénieurs marocains. L'ensemble du complexe comprend une salle des médias, un centre de premiers soins, une infirmerie et une salle de contrôle antidopage. Le parking du stade mis à la disposition des visiteurs peut accueillir jusqu'à 7500 voitures et 350 cars. Le stade de Fès est officiellement inauguré le 25 novembre 2007, 4 ans après la finale de la Coupe du Trône 2006 à 2007. 2. Stade des Martyrs, République démocratique du Congo. Le stade des Martyrs de la Pentecôte est un stade national situé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ce stade est le plus beau et le grand du continent africain. Il est principalement utilisé pour les matchs de football et a organisé de nombreux concerts et compétitions sportives. C'est le stade de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo et du club AS Vita et DC Motema Pembe. L'équipe nationale a su
montré une remarquable cohésion et détermination. Le sélectionneur et les joueurs ont su tirer parti de leur talent et de leurs ressources pour surpasser des adversaires redoutables au cours des éliminatoires. Alors, ma première question, je vais la poser à Freddy. Quels ont été les principaux facteurs du succès des Guépards du Bénin pour les éliminatoires de la CAN 2025? Bon, je pense que le premier facteur qu'il faut mettre en avant, c'est l'aspect mental. Parce que déjà, parlons déjà du match face à la Libye, on connaît les conditions dans lesquelles on a joué cette rencontre avant le match, et, pendant le match et même après le match avec tous les incidents qu'on a pu constater. Cette équipe a fait preuve d'un gros mental, d'un état d'esprit de guerrier pour pouvoir se tirer de cette situation qui s'annonçait quand même assez compliquée. Et plus globalement, je parlais d'aspect mental parce qu'il faut se rappeler qu'on a mal débuté ces éliminatoires avec cette défaite 3-0 face au Nigeria. Et je pense que comparé aux éditions passées des éliminatoires, cette équipe aurait pu s'effondrer. Parce que c'est une défaite d'entrée, on ne sait pas de quoi les autres matchs seront faits, à quelle sauce on sera mangé. Mais cette équipe a su se remobiliser assez rapidement en gagnant face à la Libye, en enchaînant face au Rwanda, ce qui leur laissait une bonne marge. Et malgré la défaite au match retour face au Rwanda, ils ne se sont pas démobilisés. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Après ça, il faut quand même reconnaître, malgré tout ce qu'on peut reprocher à Gernot Rohr, qu'il y a quand même un groupe qui est derrière lui, qui, même si ses choix ne sont pas toujours judicieux, a la confiance de ses joueurs, qui comprennent toujours le message et qui l'appliquent d'une certaine manière sur le terrain. Donc, chapeau à lui, chapeau à l'équipe. Alors, Moucharaf, vous avez quelque chose à ajouter ou vous avez votre point de vue? Oui, tout à fait. C'est déjà 10 félicitations au Guépard et aussi de soulagement. Je pense que ça a été soufflé, ça a été... Face à une capacité de 80 000 places pour les matchs internationaux, mais 125 000 places pour la plus... Aujourd'hui, nous allons voir top 5 stars de football les plus beaux de l'Afrique en 2023. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et d'activer la cloche notification pour ne rien louper. Merci, on commence. 5. Je ne vais pas dire c'est un exploit, mais c'est quelque chose qu'il faut saluer dans la mesure où on l'a attendu et on y était absent les 2 dernières éditions, notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire. C'est un retour, on espère, qui sera en force et déjà, il faut saluer l'état d'esprit des joueurs, comme l'a dit plus tôt Freddy. Il faut saluer le mental de ces Guépards. Il faut saluer aussi le grand travail qu'a abattu Gernot Rohr, qui malheureusement avait démarré avec une défaite 3-0 face au Nigeria avant de se rattraper quelques jours plus tard en battant la Libye 2-1 du côté du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, avant maintenant d'enchaîner une victoire et une défaite respectivement contre le Rwanda à Abidjan et aussi à Kigali. Maintenant, les 2 dernières journées qui étaient cruciales, le Bénin a réussi à sortir le grand jeu en accrochant 2 nuls face à 2 équipes qui étaient, du moins, je vais dire, un peu bien placées. Je m'explique parce que le Nigeria était beaucoup plus en forme, puisqu'il avait retrouvé ses cadeaux habituels. Victor Osimhen, ils étaient tous là, Lookman en forme, Victor Boniface, Alex Iwobi, Kelechi Iheanacho, tout cela était là. Un peu, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on les avait battus 3 mois plus tôt lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Également, il fallait se déplacer lors de cette dernière journée à Tripoli, une zone de guerre, en griffe, comme on peut le dire. On sait bien ce qui se passe côté politique. Donc, aller faire un match nul là-bas, c'est, je pense que quelque chose qu'il faut saluer. Et bon retour au Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations 2020, à la Coupe d'Afrique des Nations, voilà. Et on espère que ça va être une continuité pour les éditions à venir. On espère aussi. Alors, je vais vous laisser continuer aussi. Quel impact cette qualification pourrait-elle avoir sur le développement du football au Bénin? Déjà, je pense que cela permet à ce que le public sportif renoue avec une affection qu'elle a portée et qu'elle avait peut-être délaissé dans un passé récent à cette équipe. Puisque après l'épopée 2019 en Égypte, on a vu, il y a eu des... Je l'ai dit, il faut le dire, les Béninois ont déçu après. Oui, c'est vrai, ils ont déçu, mais bon, il y a beaucoup de contextes qui expliquent cela. Mais déjà, cette qualification, ça permet de rabattre les cartes et de ramener encore le public
à cette union, à ce patriotisme-là, à cette force commune pour pousser les Guépards à aller loin. Vous savez, avec les Guépards, avec le Bénin en général, pas que les A, que ce soit les A', les U20, les U17, il y a des moments de crise, il y a des moments de passion, il y a des moments de crispation, mais ce tout réuni, avec cette qualification des Guépards, je pense qu'on peut dorénavant bomber le torse et se dire que oui, quelque chose qui a commencé à se faire au niveau de la formation, au niveau du suivi, au niveau de l'organisation professionnelle du championnat aussi, des moyens mis en exergue par le gouvernement, le ministère des Sports, la continuité va être une réalité. Ok, Freddy, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bon, déjà, je pense que mon cher faisait bien de parler de l'épopée en 2019, parce que lorsqu'on se rappelle bien, c'est un exploit qui, je pense, c'est le genre d'exploit qui suscite des vocations au niveau des jeunes qui aspirent à être footballeurs. On peut comparer d'une moindre mesure à France 98, où la France n'était pas forcément un grand pays de foot. Oui, et juste après cet exploit-là, on a des milliers de jeunes licenciés dans les différents centres de formation. Je pense qu'on peut faire un petit parallèle comme ça. Si justement on arrive à renouveler l'exploit de la prochaine CAN. Et il y a un autre point qui est assez important, c'est que Gernot Rohr avait fait un choix fort en mettant de jeunes joueurs, Dodo Doku, Imran Hassan, des U20 dans cette équipe-là, et ça lui a donné raison d'une certaine manière. Donc je pense que c'est aussi un message lancé aux autorités pour montrer qu'on peut faire de bons résultats avec de jeunes joueurs formés ici au Bénin qui jouent dans notre championnat. Donc, il faut continuer sur cette lancée-là pour prouver cette tendance-là. Et il y a plein d'autres talents qui sont encore là, cachés. Hein? Oui, un peu comme Impact également. Ça pourrait nous amener à ouvrir les portes ou bien à enregistrer, je vais dire, l'acceptation de certains binationaux. C'est vrai que dans la mesure du possible, je ne suis pas trop pour une invasion des binationaux, non, pas du tout. Mais déjà, certains profils qu'on recherche ou certains compartiments, dans certains compartiments de jeu où on pense qu'on est peut-être diminué ou on pourrait avoir des solutions alternatives beaucoup plus conséquentes. Je pense que cette qualification à la CAN pourrait susciter l'envie, pourrait amener certains renforts à rejoindre la BAC des Guépards. Et aussi, comme l'a dit Freddy, ça peut être un tremplin pour les jeunes joueurs qui soient dans les centres de formation, qui soient dans les clubs amateurs ou même professionnels, à pouvoir toujours garder, je vais dire, le flambeau très haut afin de continuer sur cette lancée et à aller donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur patrie. Alors Freddy, quels sont les objectifs réalistes pour l'équipe du Bénin lors de la phase finale de la CAN 2025? Bon, déjà, c'est quand même déjà très bien. Les objectifs réalistes. Oui, c'est la question qui fâche. Oui, bon, je pense que c'est déjà très bien qu'on se soit qualifié pour cette CAN-là, parce que comme je le disais, ça fait quand même 5 ans, 6 ans en 2025 d'absence. Donc, je pense que c'est déjà un exploit en soi. Maintenant, pour moi, je me dis, une fois qu'on est qualifié, on est en phase de groupe, c'est que tout est possible. Il faut juste croire en ses forces. On a aujourd'hui la règle du meilleur troisième qui, avec peut-être une victoire, cette victoire qu'on attend, une victoire historique, pourrait nous permettre potentiellement d'être parmi ces meilleurs troisièmes-là. Donc pour moi, le premier objectif réaliste, c'est qu'on enregistre enfin la première victoire de l'histoire du Bénin à la CAN. Parce que c'est vrai, on a beaucoup vibré en 2019, on a éliminé le Maroc, c'est bien beau. Mais il faudrait qu'on... Comment on a éliminé le Maroc? Comment difficilement. On est passé au prochain tour. Mais justement, ce serait bien que le peuple béninois aussi connaisse la joie d'une victoire, d'enregistrer 3 points en bloc dans cette CAN. Donc pour moi, c'est le premier objectif. Ensuite, comme je le disais, une fois qu'on est en phase de groupe, tout est possible. Donc essayer d'accrocher une place en 8e de finale, que ce soit en étant dans les 2 premiers ou en étant meilleur troisième, peu importe, mais sortir du groupe. Ça dépendra aussi du tirage au sort. On ne sait pas ce que ça va donner, mais quand même, comme je le disais, les 2 objectifs. Enfin une première victoire et ensuite essayer de sortir de la poule. Ok, merci. Oui, tout à fait, un peu comme Freddy, oui, parce que déjà... Est-ce que Freddy est resté réaliste? Oui. Déjà, il est réaliste. Il a été même très réaliste, je confirme. C'est d'abord enregistrer une victoire dans le temps réglementaire. Ça va peut-être nous faire du bien et nous permettre de briser la glace, voilà, de cette mauvaise stat qui, malgré 4 participations, c'est vrai, 4 participations, un quart de finale, n'a
jamais vu le Bénin enregistrer une victoire dans le temps réglementaire, c'est-à-dire 1-0, 2-1 et tout ça, tout ce qu'on connaît. Donc, aller décrocher une première victoire tout au moins, sinon pourquoi pas 3, parce que là, on a déjà, pour la première phase, 3 matchs à jouer face à des adversaires, c'est prenable, on est en football. Aussi, essayer de sortir des phases de poule, parce que nous sommes dans une CAN à 24 équipes, et on a 4 meilleurs troisièmes qui seront repêchés. On peut essayer de tenter le coup. On a toutes nos cartes à jouer, offensivement, au milieu de terrain, défensivement et aussi derrière. Donc je pense que ça doit être ce que moi je pense le Bénin doit se mettre dans la tête, aller décrocher au moins une première victoire et aussi sortir des phases de poule afin de participer au prochain tour. Alors, on va laisser maintenant les guépards tranquilles pour parler des matchs de la Ligue Pro. Alors, les matchs de la Ligue Pro disputés en milieu de semaine ont offert une intensité particulière, souvent caractéristique de cette période où les équipes cherchent à maintenir leur rythme et à engranger, j'y arrive, des points précieux. Ces rencontres ont permis de voir des performances marquantes, tant collectives qu'individuelles, et ont parfois bouleversé le classement. Ma première question que je vais poser à Freddy, quel a été l'impact de ces matchs en milieu de semaine sur le classement général de la Ligue Pro? Bon, je pense qu'il y a un impact particulier par rapport aux autres journées. Bon, je dirais peut-être le fait qu'il y a eu un temps de pause un peu plus long qu'à l'habitude, parce qu'il y avait les matchs des guépards qui ont permis aux joueurs peut-être du championnat de se reposer un peu plus pour attaquer avec un peu plus de force cette journée-là. Mais au niveau des résultats, je pense que c'est dans la continuité de ce qui se faisait déjà avant. Les équipes en forme ont continué sur leur lancée. Quand je prends dans la poule, par exemple, Dadje a une fois encore gagné son match face à Abeille FC. Oui. On a Sobemac aussi de l'autre côté qui garde sa première place en remportant son match. Je pense que la mauvaise opération, c'est plus du côté de Dynamo Dabombe qui a fait 2 buts partout face à Buffle. Face à Banigansé. Banigansé, merci. Banigansé qui rencontre une formation aussi, il ne faut pas, je vais dire, sous-estimer parce que mais il faut quand même souligner que le match a été émaillé de quelques erreurs d'arbitrage. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus en détail. Oui. Notons aussi la victoire de Coton face à Requin qui, on espère, pourra leur permettre de lancer une nouvelle dynamique. Alors, oui, toujours, moi je veux également revenir sur le match nul de Loto Popo. C'est vrai, la mayonnaise continue de ne pas malheureusement prendre du côté des Loto Boys. On a vu un changement presque de tout l'effectif. On a vu l'arrivée d'un nouvel entraîneur sénégalais, c'est-à-dire le coach Cheikh Ndiaye, si je ne me trompe. C'est un peu dommage pour cette formation qui aspire à jouer le haut de tableau actuellement. Dadje FC est premier au classement et en train de prendre de l'altitude. On a vu aussi les Buffles aller accrocher un match nul très important du côté de Savarou, 0 but partout. Hodu FC qui a réalisé une belle opération en battant Boa de Sinandé, 3 buts à 1. C'est donc des fortunes diverses, je vais dire, pour ces équipes. Et on espère que ça va continuer pour ceux qui, dans la mesure du possible, essaient de sortir leur tête du lot. Parce que en dehors de la première place qui permet directement d'accéder au play-off, quand je vais dire play-off, c'est juste entre les deux premiers. Oui. Il y a aussi de la première à la 9e place qui qualifie directement en première ligue, c'est-à-dire en Ligue 1 de la prochaine saison. Donc toutes les cartes sont à jouer, chacun doit y donner du sien afin de figurer dans ce top 9 tout au moins. Alors je vais vous laisser continuer. Comment les équipes gèrent-elles la rotation de leurs effectifs pour éviter l'équipe que je dis, pour éviter l'épuisement des joueurs? Oui, vous savez, déjà dans toutes les équipes, il y a au moins 26-27 joueurs. Et on a 18 joueurs de champ. Quand vous allez à un match, c'est entre 16 et 18 joueurs de champ. Donc, vous avez une réserve d'au moins 10 personnes encore. Oui, mais est-ce que ces personnes-là sont vrai, très... Au niveau de la qualité, ça reste un peu... Les forces ne s'équivalent pas, c'est vrai, mais c'est à l'entraîneur de pouvoir trouver l'équilibre adéquat afin de pouvoir rester compétitif, afin de pouvoir toujours gagner, ne serait-ce qu'un point, parce que si vous ne réussissez pas à prendre 3 points, il faut au moins prendre 1 point et ne pas rentrer bredouille. Ok. Oui, bon, je pense que c'est sur ce point-là qu'on voit un peu la différence entre les gros clubs du championnat et ceux qui sont un peu plus faibles, on va le dire ainsi. Parce que quand on prend une équipe comme Dadje, j'ai un peu vu leur feuille de match, ils se sont permis le luxe de mettre un joueur comme Salif Bagaté sur
sur le banc, alors que c'est quand même un élément important, parce que justement, ils peuvent se permettre de faire cette rotation-là. Mais quand on prend d'autres équipes, je dirais Requin ou d'autres, Aziza, qui ont un effectif un peu limité, c'est vrai, il y a des joueurs sur le banc, mais est-ce que l'entraîneur peut vraiment se permettre de sortir les meilleurs éléments sous prétexte qu'il ne faut pas les fatiguer pour les remplacer par d'autres, au risque de perdre des points très importants? C'est plus là la question, et justement c'est là que à cette période de la saison, quand les organismes commencent à se fatiguer, on voit qu'il y a une différence au-delà du talent qu'il y a un peu plus dans les gros clubs. Oui. Il y a également cet aspect physique-là qui sanctionne les plus petits. Oui. Alors, Moucharaf, voilà, c'est bien ça, Moucharaf. Quels joueurs ou équipes se sont particulièrement distingués lors de ces rencontres, selon vous? Bon, là, déjà, je suis en train de m'amuser à voir le classement, c'est vrai. Le joueur de Lasvo, Godfrey Winson, qui était déjà buteur face à Coton lors de la précédente journée, s'illustre bien avec 3 buts. C'est vrai, il n'est pas en tête du classement, mais c'est un jeune qui est en train de prouver véritablement ou de confirmer quelque chose qu'il a déjà réussi à faire par le passé, sinon la saison précédente du côté de l'AS Cotonou. Également, il y a un très bon joueur du côté de Houdou FC, le capitaine en l'occurrence, Salim Ahmed, qui est actuellement à sa 4e passe décisive, si je ne dis pas de bêtises. Donc je pense que c'est des éléments sûrs pour chacune de leurs formations, et il va falloir les suivre, de même que certains joueurs comme par exemple le retour de Rodrigue Fassinou de la sélection, qui en même temps a été aligné, de même que Nabil Yarou qui commence à retrouver ses repères, c'est vrai, après sa fin de saison dernière plus ou moins compliquée du côté de Coton, et son début de saison un peu manqué avec Buffle, qui a eu enchaîné des contre-performances puisqu'ils étaient carrément au bas de tableau après le retour de la campagne éliminatoire du premier tour des CHAN. C'est en train de prendre du côté des Buffles de Parakou, et c'est des points positifs. Super. Alors, j'ai une information que je voulais vous faire. Il y a Kylian Mbappé qui a toujours avec PSG avait eu un petit problème où le PSG devait payer 55 millions, je crois, d'euros à Kylian Mbappé, et PSG avait fait appel. Il paraît que l'appel a été refusé. Oui, Freddy est beaucoup plus un amoureux des questions de droit financier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Pourquoi ils n'ont pas autorisé PSG? Bon, après, j'avoue que je n'ai pas tant d'informations que ça sur la question, mais je pense que d'un regard extérieur, je dirais que l'appel a été rejeté juste parce qu'il n'y a pas matière à relancer l'affaire, il n'y a pas assez d'éléments du côté du PSG pour remettre en cause la première décision. Donc je pense que c'est juste ça. Je pense que ça ne fera que confirmer le fait que c'est plus le clan Kylian Mbappé qui a finalement raison sur cette affaire-là, parce qu'on l'a tous vu, le traitement du PSG dans les derniers mois. Mais du joueur français. C'est la faute du PSG ou la faute de Mbappé? Parce que lui-même, il ne savait plus ce qu'il allait faire. C'est pas... Oui, non, vous savez, déjà au mois d'août 2023, le joueur avait bien avant commencé à être un peu mis à l'écart. C'est vrai, ça n'a pas été dit officiellement ni montré par le club, mais pour avoir refusé de prolonger, parce qu'il avait signé un contrat de 2 ans plus 1 en option. Mais tellement les Français ou la presse française a médiatisé cette signature de contrat qu'on croirait qu'il a signé 3 ans. C'est un peu là où le jeu se joue. Mais le jeune, il a signé 2 ans plus 1 an d'option. Et quand il finit ces 2 ans, il est libre de ne pas activer la clause d'1 an d'option qui constituerait la 3e année. Oui. Et c'est là que tous les problèmes commencent. Parce que, par exemple, vous êtes une équipe comme le PSG, Mbappé, c'est une institution, c'est pas qu'un joueur, c'est son directeur des affaires financières, c'est son manager, c'est son préparateur physique, c'est beaucoup de compartiments, c'est beaucoup de personnes qui mangent derrière lui, c'est beaucoup de personnes qui travaillent individuellement derrière lui en dehors du club. Donc il a ses conseillers techniques, ses conseillers financiers, ses conseillers sportifs et également tous ces facteurs-là. Donc quand vous êtes une équipe comme le PSG, que vous avez Mbappé jusqu'à il y a un passé récent, c'était le meilleur joueur du monde, c'est vrai. Ça ne réussit pas trop du côté du Real Madrid, mais on ne va pas occulter ça aux joueurs ni à sa qualité. Donc, c'est des propositions, je vais dire sponsoring, c'est des affiches publicitaires, c'est beaucoup de choses. Et quand vous faites vos
programmes, vous faites vos budgets, vos devis en fonction du fait que le joueur sera là et que finalement il ne signe pas le contrat, c'est que ça vous plonge. Si vous avez des contrats avec des équipementiers Nike, etc., c'est que nécessairement ça va baisser. Et donc le PSG, dans ce souci de vouloir essayer de maximiser les gains ou bien de faire moins de pertes ou bien de moins de manque à gagner, ça conduit à ce qu'on est en train de voir là malheureusement. Mais forcément, le joueur finira gagnant parce que tout est mis en place, les dispositifs sont là, on sait qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Le contrat est-il signé? Non. Donc, le PSG doit lui verser véritablement les indemnités qu'il n'a pas touchées. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de sentimentalisme. On ne verra pas que Mbappé a passé 6-7 ans au PSG. Non. Ça, c'est ce qu'il a fait professionnellement. Maintenant, c'est ce qu'on lui doit, c'est à part. Et il va falloir lui payer ça. Super, super. Alors, on va prendre une petite pause musicale et on revient après. La bouteille des sens adorés, attraper la moussouquine. La chérie, Gogo, faut l'essayer, toucher les crânes. C'est ma cousine éloignée. La bouteille des sens adorés, attraper la moussouquine. La chérie, Gogo, faut l'essayer, toucher les crânes. C'est ma cousine éloignée. Ta chose est là, c'est bloco, c'est bloco, c'est bloco, bloco, c'est bloco. C'est là, c'est bloco, c'est bloco, c'est bloco, bloco, c'est bloco. Ta chose est là, c'est bloco, c'est bloco, c'est bloco, bloco, c'est bloco. C'est là, c'est bloco, c'est bloco, c'est bloco, bloco, c'est bloco. Cause the man said done, j'aime m'attendre la capote down. Si la machine, toi-même tu vois que c'est fantastique. Grâce à Pharaon, c'est la magie. Si les rappeurs disent on met d'imagine. Ibrahim et Fama, diabate. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Côté à l'occasion, dindon, maman zori dindon, santé dindon, maman zori dindon. J'ai calé le moteur, dindon, maman zori dindon, santé dindon. Augustin, Kwasi, les radars. Ça vous dit, doudou, maman dans la rue, doudou. J'ai pensé à beaucoup de doudou, maman dans la rue, doudou. Je confonds, doudou. Faut montrer ton cuidado, c'est ça, ma chérie, faut montrer ça, c'est ça. Faut montrer ton cuidado, c'est ça, ma chérie, faut montrer ça. Faut montrer ton cuidado, c'est ça, ma chérie, faut montrer ça, c'est ça. Faut montrer ton cuidado, c'est ça, ma chérie, faut montrer ça. Alors, maintenant, on va parler à présent de la Série A qui continue qui connaît plutôt une saison particulièrement compétitive, hein, avec les 6 premières équipes regroupées dans un écart de seulement 2 points. Ce niveau de concurrence reflète une homogénéité rare entre les clubs de tête et chaque journée peut bouleverser le classement. Des équipes historiques comme l'Inter Milan, la Juventus et l'AC Milan, ainsi que des challengers comme Napoli ou la Fiorentina, montrent une régularité et une ambition remarquable. Alors, ma première question que je vais adresser à Freddy, c'est quel facteur explique l'équilibre compétitif observé en Serie A cette saison? Bon, je pense que le premier facteur, comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a beaucoup de clubs historiques en Italie déjà. Mais il se fait que, en fonction de l'époque, il y a certaines équipes qui sont plus en forme et d'autres qui sont un peu plus dans la crise. On se rappelle que dans les années 2000, par exemple, la Juve avait été reléguée administrativement pour des affaires de matchs truqués, etc. Oui. Mais il se fait que cette saison, disons que tous ces clubs-là se sont retrouvés à être en forme au même moment. Donc on a la Juve qui revient avec Thiago Motta, on a l'Inter, le Milan, qui était déjà là depuis à peu près 2 saisons. Il y a la Fiorentina aussi, qui est un club historique qui revient bien. Donc avec tout ce cocktail explosif là, on se retrouve avec 6 équipes qui se tiennent en 6 points. Et on n'oublie pas le Milan qui a 18 points et qui n'est pas si loin que ça. Oui. Donc ça donne quand même 6-7 équipes de très bon niveau. Qui vont se battre pour les titres et je pense que ça va être très beau à voir. Alors, Moucharaf? Oui, moi je pense que mon coup de cœur ici c'est beaucoup plus l'Atalanta qui compte 25 points et est dauphin actuellement du Napoli qui lui en compte 26 points parce que quand on regarde
après 12 matchs joués, puisque là nous sommes à la 12e journée, ce week-end se jouera la 13e journée, les deux équipes, que ce soit Naples et l'Atalanta, c'est 8 matchs gagnés sur les 12. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui se fait. Ça prouve l'engagement, la volonté de ces équipes à faire mieux. D'autant plus que vous êtes un outsider très sérieux comme l'Atalanta qui sort d'une victoire en Europa League, c'est bien ça, face au Bayern Leverkusen, resté invaincu en championnat. Donc c'est une bonne dynamique et il faut capitaliser sur ça et bondir. Il faut pas tergiverser. Également l'Inter Milan avec ses très bons joueurs, notamment leur attaquant vedette Lautaro Martinez, sans oublier Marcus Thuram, 25 points, donc un tout petit point de moins que le leader Naples. De la 2e à la 5e place jusqu'à la Lazio, c'est 25 points. Donc c'est véritablement très serré du côté de la Série A et ça promet du spectacle jusqu'à la fin. On espère que la Série A va aussi se transformer un peu comme la Première Ligue où on ira jusqu'à la toute dernière minute, sinon la toute dernière seconde de la dernière journée avant de savoir qui remportera le Scudetto. Alors Freddy, quelle équipe ont le plus de chances de maintenir cette intensité sur la dureté, voilà? Oui, bon, tout à l'heure, je parlais de l'Inter qui était quand même déjà là depuis plusieurs saisons. Champion en titre, justement. Donc, je les vois plus déjà en termes d'effectifs, en termes d'expérience. Je les vois mieux armés pour finir la saison sur le même rythme. Quand on prend des équipes comme la Fiorentina, c'est vrai que le début de saison est bon, mais déjà en termes d'effectifs, en termes peut-être d'ambition, c'est pas forcément un club qui s'attendait à se retrouver là-dedans. J'aurais plus de réserves. Après, j'aimerais bien voir la Juve aussi tenir sur la durée parce qu'il y a un nouveau projet, il y a un nouvel entraîneur, un jeune entraîneur, Thiago Motta, qui est là. Il y a aussi un effectif qui a été un peu renouvelé, Khéphren Thuram qui est arrivé durant l'été. Donc, j'aimerais aussi voir la Juve. Le Napoli, c'est vrai qu'il y a une renaissance avec Antonio Conte, mais j'attends de voir sur la durée. C'est vrai qu'il y a Kvaratskhelia qui est de retour en grâce, il y a Lukaku également. Donc l'effectif aussi est très bon. Maintenant, j'attends quand même de voir. Il y a aussi le Milan qu'il faut suivre. Votre coup de cœur? Bon, mon coup de cœur, bon, je dirais quand même la Juve. La Juve parce qu'il y a... Je pense qu'après le départ de Cristiano Ronaldo, il y a eu quelques saisons où il y a eu des problèmes financiers déjà. Sportivement, il y avait des joueurs assez vieillissants. Donc, il a fallu un peu de temps pour retrouver la forme d'antan. Et bon, je dis la Juve plus parce que j'ai quand même assez d'admiration pour le début de carrière d'entraîneur de Thiago Motta. On l'a connu en tant que joueur, très bon joueur, beau milieu de terrain. Oui. Là, il confirme en tant qu'entraîneur, c'est toujours bien à voir. Okay. Mouchara? Oui, moi je vais rester encore sur cet aspect de l'Atalanta. C'est mon coup de cœur. Je vais peut-être passer un peu plus de temps sur. Vous voyez cette équipe de l'Atalanta qui compte 25 points, il y a un point de moins que le leader Naples, 26 points. C'est une équipe qui a marqué 31 buts sur ces 12 matchs de Serie A disputés. Mais malheureusement, avec Ademola Lookman, avec Matteo Retegui et aussi toutes les autres, je ne vais pas dire stars, mais je vais dire joueurs moyens qui réussissent à s'affirmer, un peu comme Girona. Africain, on ne sait jamais. Mon cœur penche pour Serhou Guirassy, mais oui, peut-être on ne sait jamais. On le souhaite. Bonne chance à lui. Mais donc, je disais, cette équipe de l'Atalanta qui a réussi à marquer 31 buts en 12 journées en a concédé 15. Actuellement, leur différence de but est encore beaucoup plus supérieure à celle de Naples. Naples juste qui compte un point en plus. Donc, si cette équipe continue dans cette forme, réussit à marquer beaucoup de buts et travaille son aspect défensif, je les vois aller très loin dans la mesure où ils ont déjà démontré l'année dernière qu'ils peuvent aller titiller les grands. Je parlais du Bayer Leverkusen que personne n'a réussi à prendre en championnat l'année dernière et aussi sur leurs différents matchs qu'ils ont joués en pré-saison face à certains cadres, ils ont confirmé. Peut-être que c'est l'année de cette équipe outsider qui sortirait de nulle part, un peu comme on a eu à Leicester, comme on a eu d'autres équipes aussi dans certains championnats. Alors, comment les entraîneurs adaptent-ils leur stratégie face à un championnat aussi serré? Déjà, vous savez, le championnat italien, c'est un championnat qui joue avec beaucoup plus de joueurs locaux. C'est un peu comme les Allemands. Ils ne s'exportent pas trop massivement comme les Anglais, comme les Espagnols, comme les Brésiliens. Non, c'est des joueurs qui sont la plupart nés sur le territoire, qui ont la plupart été formés et donc qui ont suivi toutes les étapes de croissance, toutes les étapes de développement de leur formation avec laquelle ils sont engagés en tant que footballeurs professionnels. Donc l'ADN est déjà
implémenté en eux. Et donc, quand vous arrivez au niveau professionnel, vous ne pouvez que donner le meilleur de vous-même. Surtout quand vous avez de grands coachs, un peu comme le disait Freddy, Thiago Motta du côté de la Juventus, Antonio Conte, c'est vrai qu'il a fait des tours un peu en Angleterre et aussi en Espagne. Donc, quand vous avez des discours de ces grandes personnalités, certainement, avec votre qualité de jeu, ça peut continuer. Vous jouez 38 matchs, 38 fois aligné titulaire et même 90 minutes. Ah oui, Freddy? Oui, je pense que ça se joue également sur l'aspect tactique parce que le championnat italien est connu pour la science tactique des entraîneurs. Bon, il n'y a pas de hasard. Quand on prend les grands entraîneurs depuis près de 10 ans, il y a beaucoup d'Italiens, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Simone Inzaghi, etc. Donc ça va se jouer également là parce que ce n'est pas forcément un championnat où on jette forcément toutes ses forces dans la bataille. C'est beaucoup de stratégie, c'est beaucoup de schémas tactiques expérimenté. Donc c'est là que ça va se jouer. C'est l'équipe la plus stratège, la plus comment dire, justement la plus intelligente dans la manière de guider son équipe qui pourra tirer son épingle du jeu. Donc comme je le disais, ça sera très beau à voir. C'est vrai que mon cher parlait de Première Ligue tout à l'heure où c'est également très serré jusqu'à la dernière journée. Je pense que si on doit essayer de voir ça sur plusieurs saisons, je ne parle même pas de cette saison, je pense que ça va se jouer également sur la puissance financière des clubs parce que au-delà de la qualité des clubs en Angleterre, c'est qu'il y a une manne financière, il y a les droits télé qui rapportent beaucoup. Exactement. Et je pense que en Italie également, si on arrive à faire ce switch-là également, je pense qu'on aura des clubs assez puissants pour faire de grosses saisons sur plusieurs années. Ouais. Oui. Alors super, avec l'accord de parfait, on va écouter de la musique encore afin de déboucher sur notre rubrique les cartons. C'est dans la merde dans la cahier. Je fais mes valises et puis ça y est. Obrigado, tudo bem. Je te connais pas sans du carré. C'est dans la merde dans la cahier. Je fais mes valises et puis ça y est. Obrigado, tudo bem. Je te connais pas sans du carré. Fais les bails sous les bails, je mets mon bail dans ton bail, mets mon bail, c'est ton bail. Sinon ça y est, et je pense qu'à toi dans la cahier. Je veux ton gros boule dans mon cahier. Fais les bails sous les bails, je mets mon bail dans ton bail, mets mon bail, c'est ton bail. Que du sale, sinon ça y est, et je pense qu'à toi dans la cahier. Je veux ton gros boule dans mon cahier. Paye pas ticket resto, j'paye l'addition, j'attends pas le let's go. Comme les pimpons, on dérange les voisins. Comme les pimpons, on dérange les voisins. Les bails sous les bails, j'mets mon bail dans ton bail, mets mon bail, c'est ton bail. Que du sale, sinon ça y est, et j'pense qu'à toi dans le cahier. J'veux ton gros boule dans mon cahier. Fais les bails sous les bails, j'mets mon bail dans ton bail, mets mon bail, c'est ton bail. Que du sale, sinon ça y est, et j'pense qu'à toi dans la cahier. Je veux ton gros boule dans mon cahier. Alors, comme je l'annonçais, on va continuer avec la rubrique les cartons. Alors, je vais commencer avec Moucharaf. Quel carton tu donnes à nos bons joueurs, peut-être joueurs ou entraîneurs? Oui, Samuel, j'ai un carton à double facette. Bon, vous allez me permettre d'en faire d'une pierre deux coups. Déjà, mon premier carton, il est rouge à l'endroit de la Fédération guinéenne de football, la FEGIFOOT, qui, par ses, je vais dire, manœuvres, n'a pas réussi à implémenter, à installer une bonne politique afin que le style national puisse se qualifier pour la CAN 2025. Parce que moi, j'étais à Abidjan et je profite en même temps pour remercier mes confrères Yarouga Kamara, Alassane Dire, Abdul Hamid et aussi Diaby Mohamed de 6 Médias
j'ai été un peu meurtri, malgré ma nationalité béninoise, de voir le style national avec cette qualité exceptionnelle de joueurs, des superstars griffes XXL international, à l'image de Serhou Guirassy, de Moulay Silla, de Nabi Oulare ou Youssouf, ne pas pouvoir se qualifier pour cette 35e édition de la CAN. Donc carton rouge à la Feguifoot qui, dans un système de changement d'entraîneur sans raison valable, en tout cas c'est ma position, a carrément boycotter la qualification de cette superbe équipe de la Guinée. Donc grosse force à la Guinée, mais carton rouge à la Feguifoot. C'est vraiment une décision qu'on n'a pas compris. Vraiment, parce qu'on ne peut pas changer Kaba Diawara sans qui pourtant était sur une très bonne lancée. Et on se base uniquement sur ses mauvais résultats aux Jeux Olympiques pour le limoger. On amène Charles Paki qui prend une raclée lors des 2 premières journées des éliminatoires. Après, on rappelle en cascade, sinon en parachute, Michel Dussuyer qui réussit à faire 3 victoires en 4 matchs. Et malheureusement, ce dernier match, qu'il ne réussit pas à gagner ni à accrocher un match face à la Tanzanie du côté de Dar es Salaam, leur coup de cher. Donc, carton rouge à la Feguifoot. Maintenant, mon carton, le tout dernier, le deuxième, je me permets de faire 2, il est à l'endroit du ministère des Sports, de la Fédération béninoise de football, de l'ensemble des joueurs béninois et du sélectionneur Kepa Guénotre pour cette qualification réussie à être donnée, sinon pour cette qualification décrochée pour la nation béninoise. Alors, Freddy? 2 cartons également. Carton rouge d'abord à la sélection ghanéenne qui n'a pas réussi à se qualifier pour la prochaine CAN. C'est déjà un crève-cœur parce que c'est une équipe qui a quand même beaucoup marqué durant les années 2000. Pour les gens de ma génération, on a grandi avec cette équipe-là, avec tous les joueurs emblématiques qu'il y a eu. Et quand on se rend compte que jusqu'en 2024, on compte encore sur les frères Ayou pour faire la différence, pour se qualifier, c'est quand même assez déplorable. Donc également beaucoup de problèmes dans le football ghanéen. Il faudra une vraie reconstruction cette fois. Et puis deuxième carton vert pour l'équipe des Comores qui vont revenir à la CAN. On les avait découverts à la CAN en 2022. Oui, effectivement. Où ils avaient éliminé même, ils avaient gagné... face au Ghana, justement. Face au Ghana, oui, ils avaient gagné le Ghana. Avec leur joueur qui a pris la place du gardien contre le Cameroun en 8e de finale. Voilà. Oui, donc c'est toujours bien de voir ces belles histoires-là avec un petit poussé qu'on n'attendait pas qui revient sur la scène continentale. Donc on espère les voir faire de belles choses en espérant qu'ils ne soient pas dans le même groupe que le Bénin. Oui. Bon, en tout cas, on les battrait s'ils sont dans notre groupe. Ils sont prévenus alors. Alors, de mon niveau, moi j'ai 2 cartons de 2 personnes. Bon. Josias nous dit qu'il donne un carton rouge aux supporters libyens pour leur comportement envers les Béninois et qu'il espère que la CAF va réagir et sanctionner. Alors vous, selon vous, le comportement, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Déjà, c'est dramatique, c'est déplorable, c'est à condamner, c'est même à sanctionner. Et je me réjouis déjà que les autorités béninoises en coulisses soient en train de préparer une plainte à la CAF parce que moi j'ai discuté avec le TMO. Il m'a confirmé que le Bénin effectivement va déposer une plainte et bien avant même le TMO lui-même a affirmé que le sélectionneur Guénotre en a fait une figure de proue, sinon un cheval de bataille. Et on l'avait entendu dans les vidéos qui ont circulé sur les réseaux. Guénotre avait dit on va porter plainte. Donc c'est déjà bien. Il ne faudrait pas que ces genres d'événements dramatiques restent non sanctionnés. Le football, c'est la cohésion, c'est le fair play. Quand vous perdez ou quand vous n'êtes pas qualifié, vous réussissez à garder votre calme, à faire profil bas et à laisser carrément l'adversaire qui peut-être dans l'extase peut vous avoir fait mal, mais ça doit rester fair play, respect, considération. Alors, il y a aussi Inès ici qui, depuis Paraco, qui nous dit qu'elle donne plutôt un carton vert à Guénotre pour la qualification du Bénin. Alors, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ne clôture? Non, juste remercier les fidèles internautes pour une fois encore leur présence et on se dit à la prochaine. Alors, à la prochaine les gars, on est ensemble. Et voilà. C'est déjà la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons exploré la qualification des Guépards, les matchs de Ligue Pro qui se sont joués en milieu de semaine et la Série A avec l'expertise de Moucharaf Soumanou et Freddy Akpo.
Alors, vous êtes vraiment les bienvenus. Hein. On sera là aussi la semaine prochaine pour débattre encore sur d'autres sujets. Merci à eux pour leur éclairage et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur Facebook, YouTube et sur le site de la radio www.radioafriquesanté.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit pour une nouvelle thématique qui, on vous le promet, sera tout aussi passionnante. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux et comme toujours, gardez l'esprit ouvert. À très bientôt sur Stade ici et d'ailleurs. Partout dans le monde, écoutez Radio Afrique Santé, la radio qui fait la différence. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.